Bonjour Jean-François Daguzan. Bonjour. La campagne pour les élections tunisiennes s'est ouverte ce vendredi. Les élections, elles, auront lieu le 17 décembre prochain. Alors ce sont les premières élections en Tunisie depuis la réforme électorale du président Kais Saied. Et on a l'impression que ces élections ne mobilisent pas en Tunisie. Il y a quelques, je dirais, bonnes raisons qui est peu de mobilisation. La loi électorale telle qu'elle a été publiée en septembre, comment dire, restreint de façon considérable le choix des Tunisiens, le fait pour un député de devoir être de sa circonscription pour pouvoir se présenter, la disparition de la parité hommes-femmes qui était quand même un acquis phénoménal de la Tunisie post-Ben Ali, le refus, enfin, l'interdiction de la binationalité, etc., etc. Enfin, c'est tout un ensemble de barrières finalement, à tel point que, d'après ce que l'on sait, dans certaines circonscriptions, il n'y a qu'un seul candidat qui se retrouve élu d'office. On est dans une espèce d'élection prémâchée d'une certaine manière qui fait que le citoyen tunisien ne voit qu'un intérêt relatif à aller jouer à quelque chose dont il a le sentiment que les jeux sont déjà faits. D'ailleurs, nous en avons preuve par l'absurde dans la mesure où la plupart des partis d'opposition tunisiens ont décidé de boycotter ces élections. Le Front du Salut National, dans lequel il y a Ennahda, qui a été la première force politique tunisienne depuis 2011, ne sera pas présent à ces élections-là. Alors qui se présente? Sinon, les partisans du président. On peut donc affirmer que ce sont presque des élections pour rien, une simple chambre de validation du pouvoir du président Kais Saied. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la vision que le président a de la députation ressemble plus à une chambre d'enregistrement qu'à un véritable corps législatif qui a un pouvoir d'action et qui pèserait sur la constitution politique de la Tunisie. La constitution telle qu'elle a été votée cette année est une constitution ultra présidentielle, peut-être plus que ça, et dans laquelle on sent que les corps de la représentation législative, finalement, n'ont qu'une influence que relative, sauf dans le texte. En tout cas, la loi électorale est là pour l'attester. Un élément important aussi, certaines proches du président au fil des années avaient martelé que les partis politiques étaient appelés à disparaître d'une certaine manière. Donc, ce n'est peut-être pas la pensée présidentielle, mais ça en dit long sur la vision dont l'entourage présidentiel considère les corps législatifs. Et quant à la deuxième chambre, le Sénat, ce n'est plus un Sénat au sens strict, c'est devenu un comité des régions dans lequel des gens sont désignés par les représentants des régions elles-mêmes pour siéger à Tunis. Et dont, je dirais, le pouvoir est considérablement limité par rapport à un corps sénatorial à la française. Si vous voulez, de façon humoristique, le Sénat tunisien tel qu'il est décrit dans la Constitution actuelle ressemble plus à celui de la proposition du référendum qu'avait voulu le général de Gaulle en 1969, qui voulait justement transformer le Sénat français en représentation des régions françaises. Et l'idée a peut-être été reprise Qui lui avait par... coûté sa présidence. Et qui lui avait coûté sa présidence. Et donc, ça a peut-être été repris par le président Saïd, qui est un constitutionnaliste, donc il connaît le sujet. Un parti tunisien tout de même, alors le parti d'Estouriens libres, pour ne pas le nommer, a déclaré que le prochain Parlement serait incomplet en l'absence de toute candidature dans plusieurs circonscriptions et donc engage un référé en justice pour suspendre le processus électoral. On sait que Kais Saied a pris la main beaucoup sur l'institution judiciaire. Est-ce que c'est quand même une démarche qui pourrait éventuellement aboutir à quelque chose ou c'est vraiment sans espoir? Je crois qu'elle est de pure forme, mais il s'agit de dire qu'il s'agit d'une certaine manière de s'opposer politiquement à travers cette démarche juridique. Et je ne vois pas comment la Cour constitutionnelle ou toute autre juridiction qui serait saisie viendrait à contester le modèle qui a été choisi, d'autant qu'il est
décret en s'appuyant sur la Constitution elle-même, même si c'est un décret-loi spécifique, il n'en demeure pas moins qu'il il est édicté au nom de la Constitution nouvelle. Donc, je reste très sceptique sur la capacité d'arriver à modifier quoi que ce soit. Mais bon, c'est une posture politique qui est pas mal jouée de la part de ces derniers. Et une dernière question, est-ce qu'il reste, puisqu'on le comprend, que l'opposition politique institutionnelle est devenue difficile, pour ne pas dire presque impossible, est-ce qu'il reste des leviers sur lesquels alors les partis politiques et leurs émanations peuvent jouer pour faire entendre leur voix, ou est-ce qu'effectivement, à défaut de disparaître, ils sont tout à fait muselés? La question va être d'une certaine manière la position de la grande centrale syndicale tunisienne, l'UGTT, qui a toujours été un contre-pouvoir essentiel, même sous Ben Ali, bien qu'affaibli, et qui a toujours pesé sur le débat politique tunisien, bien qu'ils s'en défendent. Euh, Est-ce qu'ils sont en état de pouvoir représenter une force d'opposition, au moins sur les secteurs socio-économiques qui sont leur chasse gardée, c'est-à-dire, c'est à voir. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que je ne vois pas de capacité politique aujourd'hui des partis d'opposition à pouvoir représenter une véritable euh, opposition frontale à Kais Saïd et à son gouvernement, et avec un risque quand même majeur qui peut être un retour à la violence politique si comment dire, l'expression d'une bonne partie de la Tunisie, les islamistes et d'autres, n'était pas respectée et ne trouvaient pas finalement un moyen ou un autre de s'exprimer, non par les urnes, au moins par une véritable opposition politique forte. Et on sent bien que tout est fait par et à travers la nouvelle constitution et la volonté du président et de son environnement, au contraire, éteindre ces oppositions politiques. Et donc, ce que vous mettez sous l'été noir, malheureusement, un jour ou l'autre, risque de ressortir de façon beaucoup plus brutale et violente d'une autre façon. Vous parlez de l'éventuelle résurgence de la violence politique. La, Il y a des signes avant-coureurs de montée en tension qui pourraient aboutir à de la violence, à de la violence? Alors, il y a toujours eu de la violence dans les zones les plus déshérités, hein, soyons clairs, le sud et le centre. Il faut voir comment va être gérée la crise économique structurelle endémique de la Tunisie par le gouvernement. C'est ça le juge de paix tunisien, d'une certaine manière. Et si, avec l'autoritarisme, le président Sayed arrive à finalement à retrouver un pacte social comme Ben Ali avait réussi à le trouver en disant bon, c'est un État autoritaire avec de la sécurité partout, mais en échange, vous avez le développement. C'est ce qui avait fonctionné pendant 20 ans en Tunisie. Euh, et, et donc, on avait fait, contre mauvaise fortune, bon cœur, à part les islamistes dont une partie était rentrée dans la lutte armée. Aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur de la Tunisie. Tous les voyants économiques sont au rouge. La Tunisie vit sous perfusion algérienne en matière énergétique. Voilà, donc où ce gouvernement et son président capables de faire émerger quelques espoirs de développement significatif, ou bien on risque de se retrouver dans des situations de violence sociale et politique, mais sous une ampleur bien plus importante que par le passé. L'islamisme radical demeure une option et Ennahda, qui a vécu dans la clandestinité, peut très bien y retourner à un moment ou à un autre, même si une partie de ce parti s'est notabilisée. Merci beaucoup Jean-François Daguzan d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.